Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19, instabilité politique, crise agricole, crise industrielle. On voit bien que c'est très difficile, notamment pour les dirigeants. Comment est-ce qu'ils arrivent à piloter? On va en parler avec la philosophe Juliette Finesse qui est avec nous. Bonsoir, Juliette Finesse, merci d'être là. Vous intervenez beaucoup dans les entreprises, oui. Donc c'est important. Vous nous disiez un peu quel message vous envoyez. Vous connaissez très bien le secteur de l'économie. Et puis, on essaiera de voir avec vous comment on peut retrouver la confiance, de voir si les Français en ont vraiment ras-le-bol. La colère monte, on voit bien sur les images, que ce soit dans les agriculteurs ou même le patron des patrons, Patrick Martin, qui dans une interview au JDD dit « mais attendez, on en a absolument ras-le-bol ». C'est la grande difficulté, c'est l'incertitude pour les entreprises. Vous étiez encore la semaine dernière dans les grandes entreprises. C'est ça qu'on vous demande en premier lieu de gérer, de trouver des solutions. Alors gérer l'incertitude, c'est un oxymore. Comment on peut gérer ce qui n'est pas là, ce qui n'est pas maîtrisable, ce qui n'est pas certain? Ça commence. Vous avez bien fait de m'inviter. Non, donc gérer l'incertitude, c'est très difficile, mais effectivement, à part là, un peu plus de souplesse et d'intelligence d'action, c'est très difficile de conseiller les gens sur la gestion de l'incertitude. Mais la seule chose qu'on puisse... Et puis d'ailleurs, je remarque que c'est très à la mode pour parer à ces problèmes de l'incertitude. Dans les entreprises, vous savez, maintenant, il y a beaucoup de prévisionnistes, de fresqueurs, c'est-à-dire des gens qui vous annoncent de façon plus ou moins apocalyptique ce qui va se passer dans 10, 15 ans, 20 ans si on continue d'agir comme on agit. Je suis assez sceptique sur cette, justement, maîtrise de l'imprévisible, parce que je rappelle juste par le bon sens que le 6 octobre 2023, on ne savait pas ce qui allait se passer le 7, que le 12 mars 2020, on ne savait absolument pas qu'on allait tous être confinés le 16. Donc restons plutôt prudents sur les prédictions hasardeuses et lucides sur le présent. Or, quand on est lucide sur le présent, on se rend compte qu'on décide de pas grand-chose. On ne peut rien prévoir. Est-ce que demain, je vais être terrassé par une maladie mortelle? Je n'en sais rien. Est-ce que la guerre en Ukraine va s'arrêter? On n'en sait rien. Comment notre gouvernement politique va se sortir de ce marasme? On n'en sait strictement rien. Donc quand on est lucide et humble sur les prévisions, on se rend compte qu'on ne décide de pas grand-chose. Mais néanmoins, et c'est là qu'est notre responsabilité face à l'incertitude, néanmoins, on est responsable du sens que l'on donne aux événements. Le sens n'est pas d'emblée inscrit dans les situations. C'est moi qui vis la situation qui vais lui donner le sens que je veux. Donc je ne décide pas du coup du sort. Si demain j'ai un accident de voiture, je perds mes jambes, ça, les faits sont irrémédiables. Je n'ai pas décidé du coup du sort. C'était imprévisible, c'était imprévu. Mais néanmoins, c'est moi qui vais donner le sens que je veux à cet événement. Si moi, la psychologie parfois faible, je vais me dire ma vie s'arrête. Des gens à la psychologie beaucoup plus forte que la mienne vont faire de leur accident un défi, un combat, on l'a vu suffisamment aux Jeux paralympiques, etc. Donc vous voyez bien ce que ça veut dire, c'est que c'est à la fois optimiste, mais un optimisme de responsabilité. Ça veut dire qu'on ne décide pas, mais on dirige toujours. C'est à nous de donner le sens que l'on veut aux événements que l'on vit. Donc, ça veut dire qu'aucune situation n'est un déterminisme, aucune situation n'est une fatalité, puisque c'est moi qui donne le sens que je veux à l'événement que je veux. Mais justement, en stratégie, ça se traduit comment, ce que vous venez de dire? Ça veut dire être souple, pas être dans le contrôle et la maîtrise et vouloir tout gérer à l'avance, puisque ça, c'est de toute façon vain par avance, mais c'est faire preuve d'intelligence d'action, être capable de prendre des risques quand ça s'impose, être capable de donner un sens aux événements que l'on traverse, justement, puisque le sens dépend de notre responsabilité, et faire confiance, bien sûr, parce que faire confiance à la vie, faire confiance à ses équipes, faire confiance à son management, pour la confiance est une prise de risque. De toute façon, elle joue avec l'incertitude. J'ai rencontré récemment, ça fait déjà 2 fois que je le mentionne ici, mais parce que c'est vrai que cette rencontre m'a marqué, Giuliano De Empoli, vous savez, donc, qui a fait le match du Kremlin et qui a fait les ingénieurs du chaos et puis les prédateurs. Et il dit, en fait, ce qui aujourd'hui est important pour des chefs d'entreprise, même pour des hommes politiques, 1, ceux qui gagnent, c'est la rapidité, et 2, ceux qui gagnent, c'est ceux qui élargissent le champ du possible. Vous diriez ça, vous aussi? Alors la rapidité, je ne sais pas dans quel contexte il le dit, mais la rapidité, elle peut être très efficace, bien sûr, elle peut être catastrophique aussi, parce que sous prétexte de rapidité, aujourd'hui, parfois on ne prend même pas le temps de réfléchir, comme si le temps de la réflexion était un temps perdu. Mais prendre le temps, c'est pas perdre du temps, et parfois il faut mieux réfléchir un peu en amont, avoir le sentiment de perdre du temps, mais pour être plus réactif par la suite. Donc la rapidité, ça dépend comment. Elle peut être une vertu, mais elle peut être une vertu dangereuse si c'est de la précipitation et de l'absence
l'absence de réflexion. Ouais. Alors, en tous les cas, voilà, c'est la souplesse, il faut savoir s'adapter, ce qui n'est pas tout un peu contradictoire avec tous les budgets Excel. Donc c'est un peu la grande difficulté. Mais c'est lié, c'est-à-dire que par peur, évidemment, tout le sentiment initial de tout ça, c'est la peur. Par peur, on va vouloir contrôler, maîtriser, faire des tableaux Excel, des planifications, tout cartographier. Et évidemment, c'est oublier l'imprévisible nouveauté de la vie. Est-ce que vous sentez, je parlais de colère, la colère des agriculteurs en ce moment, mais colère chez Brandt, des ouvriers, des salariés qui sont licenciés. Est-ce que vous ressentez, est-ce que vous trouvez que les Français en ont ras-le-bol? Ils en ont ras-le-bol des politiques, ils ont un peu ras-le-bol de tout, ou pas? Presque plus que de la colère, une sorte de désabusement. Enfin oui, on est un peu désabusé de cette situation politique. Et dans les entreprises, ce qui est fou, enfin dans la société en général, c'est que je crois que c'est pas tellement un problème c'est un problème de sens, encore une fois. C'est-à-dire qu'on est très contraint, l'État nous contraint sur des choses où il pourrait être un peu plus flexible et il est assez laxiste sur les choses sur lesquelles il pourrait être plus ferme. Je vais prendre un exemple très concret, mais il y avait des gens qui râlaient à l'aéroport il y a 3 jours derrière moi et c'était tout à fait légitime. On ne peut pas voyager avec un flacon de 101 millilitres pour prendre l'avion, mais en revanche, il y a des OQTF qui ne sont pas renvoyés dans leur pays. Donc vous voyez, il y a une sorte d'incohérence. Ça n'a rien à voir, mais on se dit mince, l'État est vraiment intransigeant alors qu'il pourrait être plus flexible, il persécute le quotidien alors qu'il est très laxiste sur des choses, des enjeux majeurs de notre pays. Donc je crois que cette colère ou cette lassitude est liée à un problème de sens. C'est pas parce que souvent on invoque le retour de l'ordre, le retour de l'autorité, etc. Mais c'est surtout un sens de l'ordre parce que quand il s'agit de payer une contravention, etc., là on voit très bien qu'il y a de l'ordre dans notre pays et de l'autorité. Donc c'est surtout un sens de l'ordre qui me semble nécessaire pour apaiser un peu les consciences. Un sens de l'ordre. Est-ce que lorsque vous rencontrez donc beaucoup de salariés, de dirigeants, vous le sentez, ils ont un peu cette lassitude, elle vous saute aux yeux ou pas encore trop, si vous me permettez? Si, elle saute aux yeux partout et puis surtout sur le sens du travail qui a changé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patrons, de dirigeants qui disent, et on les entend régulièrement, qui disent les gens sont plus aussi investis, le travail n'est plus une valeur, donc comment manager, comment embaucher, comment fidéliser, comment attirer, etc. Et effectivement, je crois que le sens du travail a complètement changé. C'est pas un désamour, mais c'est un déplacement du sens du travail dans nos vies. Juste hier, dans une interview au Journal du Dimanche, Patrick Martin, le président du MEDEF, disait la marée monte chez les patrons. Oui, et il parlait, il faut refaire du travail une valeur sociale. Malheureusement, je pense que c'est un contresens, parce que le travail ne peut pas être une valeur morale. C'est André Comte-Sponville qui l'expliquait très bien, mais effectivement, ça ne peut pas être une valeur morale, parce qu'une valeur morale, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix, l'égalité n'a pas de prix, l'équité n'a pas de prix. Le travail a un prix. Si on arrête de nous payer demain, est-ce qu'on continuera de travailler? À part quelques passionnés, bien sûr que non. La plupart des gens ne travailleront plus. Et deuxièmement, une valeur morale, on en veut toujours plus. On veut toujours plus de liberté, toujours plus d'amour, toujours plus d'égalité. Est-ce qu'on veut toujours plus travailler? La réaction sur la réforme des retraites il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. L'inverse. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Parce que d'abord, est-ce que ça veut dire, comme le disent certains, c'est que le travail, il n'est pas suffisamment rémunéré en France? Alors, ça dépend des secteurs. Non, mais bien par sûr, exemple, je ne parle pas de Bernard Arnault, on est clair. On l'a vu pendant la période Covid, les métiers les plus utiles et nécessaires à la survie de la population sont complètement déconsidérés, manque de reconnaissance et manque de moyens, et ont des rémunérations très faibles. Donc évidemment qu'il y a toute une philosophie du travail à rebâtir, une cartographie des métiers à revaloriser en fonction aussi de leur utilité, mais le travail n'a jamais été indexé sur l'utilité, c'est très paradoxal. Et quand je dis que le travail n'est pas une valeur morale, je précise juste que ça ne veut pas dire que le travail n'est pas essentiel à la vie d'un homme ou d'une femme. Il est absolument essentiel, mais ça ne peut pas être une finalité de la vie pour autant. C'est comme la santé, elle est essentielle, il n'y a rien de plus important que la santé, mais ce n'est pas une finalité de l'existence pour autant. On ne vit pas pour être en bonne santé. Mais c'est quoi la finalité de l'existence? Alors on va pas savoir. Et ben voilà, on espère être en bonne santé pour vivre le mieux possible, et on espère un bon boulot, le mieux rémunéré possible, pour vivre le mieux possible. Mais là, le gros paradoxe, c'est que le travail devient un moyen au service de la vie. C'est plus une finalité de l'existence. Or, dans notre génération, dans nos générations précédentes, on a eu tendance à positionner le travail comme une finalité de la vie. Nos parents nous disaient quoi? Fais des bonnes études, tu auras un bon boulot et tu auras réussi ta vie. C'était presque aussi simple que ça. Mais pourquoi aujourd'hui c'est plus le cas?
Parce que justement, moi, ce qui me frappe beaucoup, parce qu'ils font dire, tout le monde, là, sur tous les plateaux, il faut travailler plus, c'est ce qui va sauver la France, on ne travaille pas assez en France. Puis en même temps, vous avez Aymeric Caron de LFI qui dit, 15 heures, il propose 15 heures voilà, par semaine, et même Sandrine Rousseau qui dit qui revendique le droit à la paresse. Oui. Bon, sans aller jusqu'à ces extrémités, on voit bien que les jeunes, il suffit de voir la montée incroyable en puissance des arrêts de travail. Oui. Il y a une relation au travail qui est plus bonne du tout. Exactement. C'est pas qu'elle est pas bonne, mais c'est qu'elle a changé parce qu'il y a des jeunes qui travaillent énormément. C'est un déplacement normatif. Je vais vous prendre un exemple très très concret. J'étais dans une entreprise il y a quelques temps. Un des managers de l'entreprise me dit, dans mon équipe, j'ai un type de 50 ans. Ça fait 25 ans qu'il est dans l'organisation. Donc son travail, c'est un marqueur identitaire très fort. Ouais. Et dans la même équipe, me dit ce manager, j'ai un garçon de 25 ans qui me dit, moi, je bosse 2 ans. Et pourquoi je bosse 2 ans? C'est pour faire le tour du monde avec ma copine dans 2 ans. C'est uniquement pour ça que je bosse. Il n'est pas moins investi, mais son travail est un moyen au service de sa vie, alors que dans le premier cas, le travail est une finalité de l'existence. Mais le gros paradoxe, c'est que pour faire sens, le travail doit concéder à n'être qu'un moyen. S'il continue de se positionner comme une finalité, comme un sens en lui-même, il perd tout son sens, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, le travail ne peut pas être le sens ultime de l'existence. On ne vit pas pour un bon boulot. C'est absurde. Alors comment fait-on pour mobiliser ses salariés, ses troupes, son équipe? C'est très difficile parce qu'il y a un sens individuel aujourd'hui que chacun met dans son travail, et comment créer du collectif malgré cette individualisation du sens contre laquelle on peut difficilement lutter quand on est manager ou dirigeant. Donc pour moi, il y a pour l'instant, je ne vois que 2 issues. Premièrement, les raisons d'être des entreprises. Alors parfois, on peut en rire en disant oui, c'est du marketing éthique, mais je ne crois pas du tout. Toutes les entreprises que je connais qui ont moins de problèmes d'attractivité, de recrutement, sont celles qui ont des raisons d'être très authentiquement incarnées. Que ce soit une raison d'être sociale, sociétale, environnementale, humanitaire, peu importe. Mais ça rehausse narcissiquement l'individu de se dire je bosse dans cette boîte-là qui a tel ou tel impact sur tel ou tel enjeu. Ça crée quand même une dimension plus collective. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nier le profit de l'entreprise, mais si au profit, on n'adosse pas un projet d'envergure, c'est très difficile aujourd'hui de motiver les plus jeunes générations. Et puis après, ça fait écho aux conditions d'un collectif fort. Et je trouve que toutes les crises qu'on traverse depuis un certain nombre d'années nous ont montré à quelles conditions on crée un collectif. Et je crois que le collectif, si vous prenez tous les grands exemples de collectifs, à chaque fois, il présuppose la conscientisation pour l'individu. La conscientisation. C'est facile, en fait, la conscientisation d'un risque. Si l'individu n'a pas pour lui-même conscience d'un risque, soit une opportunité, soit une menace, c'est pas toujours péjoratif le risque, s'il n'a pas conscience pour lui-même d'un risque, c'est très difficile de lui demander de participer à une action commune. C'est quasiment impossible. Quand est-ce que les ouvriers se montrent le plus solidaires? C'est quand ils ont conscience que l'usine peut fermer et qu'ils ont bien conscience de l'enjeu pour leur vie perso et pro. Le sport est comme toujours la meilleure des philosophies, mais quand est-ce qu'une équipe de sport fait preuve d'un esprit d'équipe très fort? C'est quand elle a conscience de pouvoir gagner ou perdre un match ou un titre très important. Je travaille beaucoup avec les sapeurs-pompiers de Paris, des militaires. Il n'y a pas plus collectif, solidaire que ce type de corporation, parce qu'évidemment, la conscience du risque, la possibilité de sauver des vies ou l'éventualité de mourir sont présentes à chacune de leurs actions ou presque. Donc tout ça pour dire, il ne faut pas manager par la peur, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut accepter l'idée selon laquelle le collectif suit le mouvement d'une conscience. Quand il y a des grandes opportunités, on est tous très solidaires. Quand il y a des grandes crises, on est tous très solidaires. Mais évidemment, vitesse de croisière, c'est moins évident. Juliette Funès, comment est-ce que vous regardez ce théâtre politique qui est devenu l'Assemblée nationale à la recherche désespérément d'un compromis? Oui. Alors, on l'a trouvé à un prix, certains disent, beaucoup trop élevé sur le PLFSS, le budget de la Sécu. Là, maintenant, il y a la question de savoir si on le trouve sur le budget. Mais lorsqu'on voit ce théâtre-là, est-ce que vous les avez regardés comment ? Je commente jamais la politique parce que déjà. Non, mais je ne demande pas savoir si vous étiez les filles ou Rassemblement National, c'est pas la question. Que non. Mais j'ai pas de mépris du tout pour les politiques parce que je trouve que ce sont des métiers vraiment très très difficiles. Donc sans aucun mépris, je trouve que ce qu'on ressent à l'Assemblée nationale, c'est cette sorte d'égalitarisme qui a touché toute la société. C'est-à-dire que le niveau des députés quand même a complètement chuté, pas de certains députés. Encore une fois, il y en a qui sont très valables, mais je trouve que l'autorité, la verticalité
verticalité qui est exigée dans ces métiers-là a complètement perdu sa place. Et là encore, on paye un peu, si vous voulez, les conséquences des années 68. Bien sûr qu'on a quitté l'autoritarisme, et tant mieux, mais on a perdu toute forme d'autorité dans ce pays. Donc, quand il n'y a plus de leadership, en fait. Oui, c'est la même chose. En fait, oui, c'est pour ça que je rajoute le leadership. Oui, il y a une grande perte de leadership quand même. Exactement. Donc, il n'y a plus de sentiment de verticalité parce que c'est très difficile d'imposer une verticalité, et ça ne veut pas dire, encore une fois, de l'autoritarisme, dans une société qui a une conception de l'égalité à tort, comme de l'égalitarisme. Tout le monde se vaut parce que nous sommes tous égaux en droit, nous serions tous équivalents en tout. Eh bien non, et ça nivelle absolument le niveau de tous les secteurs. Je vais vous poser la question de savoir comment on peut rétablir cette confiance juste avant, parce que vous avez beaucoup écrit dessus, là, chez Le Confrère de l'Express, sur la question des talent. Je reviens un instant sur la notion de travail, comment la revaloriser. Oui. Et vous dites qu'il y a une grosse erreur qui est commise par les DRH qui veulent être consensuels, etc. Enfin, brosser dans le sens du poil, notamment les jeunes. Et donc, il dit qu'il y a des talents partout. Oui, vous dites... On n'a pas simplement un talent, on est devenu un talent. On est devenu un talent, d'accord, mais tout le monde n'a pas le même talent. C'est le mot égalitarisme versus égalité qui me fait rebondir. Ça vient de là. C'est pour ça que ça paraît anecdotique d'utiliser le mot talent, mais en fait, ça révèle beaucoup de problèmes structurels dans notre pays. Et ce qui est très, très curieux, paradoxal, c'est que les gens qui utilisent ce mot se veulent progressistes, à l'avant-garde, on est bien pensant, on est bienveillant vis-à-vis de nos collaborateurs. Il n'y a rien de plus réactionnaire et d'aristocratique que d'utiliser ce mot talent. Parce que le talent, c'est quoi? C'est un don, c'est une prédisposition qu'on reçoit à la naissance. Si vous avez un talent pour l'art oratoire, un talent pour l'écriture, un talent pour le sport, vous êtes né avec une prédisposition. Qui est-ce qui valorise les prédispositions, les dons donnés à la naissance? Ce sont les aristocrates. Quand on est passé en régime républicain démocratique, on a cessé de valoriser le don, les dons de naissance, pour valoriser le mérite, le travail et l'effort. Donc c'est quand même très curieux que dans l'entreprise, qui est le temple du mérite, du travail et de l'effort, on valorise justement ce qui n'en relève absolument pas, à savoir le talent. Mais le talent, quand même, il peut être développé par l'effort. Oui, vous voyez ce que je veux dire, mais il est là, il est donné à la naissance. Donc en plus, on ne valorise pas l'effort à partir d'un talent, on valorise le talent, c'est-à-dire ce qui est d'emblée donné. Mais ce qui est plus grave, c'est que ça empêche la véritable reconnaissance. Parce que pour reconnaître, et ça je trouve que les gens sont très demandeurs de reconnaissance dans les entreprises, et les managers ne savent pas forcément comment reconnaître mieux leurs collaborateurs. La rémunération, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est un des éléments. Mais pourquoi on n'arrive pas à reconnaître les gens? C'est parce que pour reconnaître les gens, encore faut-il oser poser des différences, hiérarchiser, distinguer, dire qu'un tel est meilleur qu'un tel sur tel ou tel sujet. Or, dans notre pays, dès qu'on émet des différences aujourd'hui, elles sont perçues comme des injustices, ce qui est une énorme erreur. Une différence n'est pas une injustice nécessairement. Il y a des différences qui sont justes. Si je paye plus d'impôts que mon voisin, c'est une différence et c'est peut-être très juste et ça s'appelle l'équité. Donc, mais c'est peut-être aussi injuste. Pourquoi c'est si injuste? Parce que si vous payez beaucoup d'impôts, enfin, je dis ça parce que c'est ce que disent dans tous les cas les patrons, les ultra-riches. Ça peut être une injustice dans l'autre sens. Oui. Mais en tout cas, tout ça pour dire que les différences ne sont pas nécessairement des injustices, sinon on ne peut plus rentrer dans le règne de l'équité. On rentre dans le règne de l'égalitarisme, de l'indifférenciation. Et quand on appelle tout le monde un talent, ou une grande partie des salariés des talents, plus personne ne peut l'être. Et puis, dernière chose, c'est outrageusement démagogique, parce qu'il n'y a pas que des talents dans l'entreprise, il y a aussi des flemmards, des hypocrites, des malhonnêtes, enfin un panel de la société humaine. Oui, bien sûr. Juste, dernière question, après, maintenant, quand vous faites toutes ces interventions au sein des entreprises, etc., comment faire pour rétablir cette confiance? Un peu de confiance entre les uns, les autres, entre les politiques, les chefs d'entreprise, entre les chefs d'entreprise, leurs salariés, entre les individus, entre les politiques. Comment faire pour rétablir un peu de confiance? Si j'avais la recette de la confiance, vous savez, je serais vraiment bien lotie et je serais riche parce que je ferais beaucoup de livres là-dessus. Mais ça intéresse tout le monde. Mais je ne sais pas. Mais en revanche, si on revient au sens du mot confiance, vous savez, l'étymologie revient à l'idée de foi. La confiance, ça veut dire avec foi. Donc quand on est dans la confiance, on est dans la foi, c'est-à-dire dans la croyance. Qu'est-ce qui fait qu'on croit ou pas? On décide de croire. Je décide de croire en Dieu ou pas. Je décide de vous faire confiance pour venir sur ce plateau. Vous avez décidé de me faire confiance. C'est une décision, la confiance. C'est l'opposé de la connaissance. La plupart du temps, les gens confondent les deux et se disent on va attendre de voir comment ça se passe pour faire confiance. Et ça, c'est la logique opposée de la confiance. La confiance, c'est un pari sur l'inconnu. C'est une foi, c'est une croyance, c'est une décision et c'est certainement pas une déduction cognitive.
cognitif. Quand on sait, on n'a pas besoin de croire. Quand on croit, c'est qu'on ne sait pas. Je ne crois pas que 2 + 2 fasse 4. Je sais que 2 + 2 font 4. Mais si je crois en vous, c'est que je ne sais pas comment vous allez vous comporter. Donc le seul moyen pour faire confiance, pour donner confiance, c'est d'oser la prise de risque, de surmonter ses peurs, parce que qu'est-ce qui sclérose et qui asphyxie un peu cette confiance, c'est évidemment la peur de prendre un risque, la peur de l'échec. Dernier mot, oui. Vous préparez un livre ? Oui, je prépare un livre que oui. je n'ai pas encore terminé, mais que je vais terminer pendant les vacances de Noël. Merci de le signaler, c'est adorable. C'est quoi le thème alors, justement ? En avril. Et le thème, il s'appellera Pensée distinguée. C'est comment se distinguer par la pensée, par des distinctions. Je joue sur le double sens du mot distinction. Comment donner... C'est un livre qui se veut très généreux, c'est-à-dire tout ce qu'on apprend... Pensée distinguée. Oui, pensée distinguée. Comment se distinguer par des distinctions qui sont très utiles et qui peuvent désamorcer les débats qu'on a aujourd'hui sur les plateaux de télévision ou lors des dîners. Donc ça se veut être un livre vraiment généreux. Je donne tout un arsenal conceptuel, pas compliqué, mais très utile pour faire la différence dans nos cercles, dans nos discussions, à partir de distinctions philosophiques qui sont très libératrices. Juste un point, on parle de leadership tout à l'heure. Est-ce qu'un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, il y a, que ça soit peut-être en pensée conceptuelle, en philosophie, mais en économie, en tout ce que vous voulez, il n'y a plus tellement de leaders ? Non, parce qu'il n'y a plus d'autorité, parce qu'on a presque un complexe d'autorité. L'autorité étant, comme on l'a dit tout à l'heure, un sentiment vertical, il va mal avec l'égalitarisme ambiant. Donc effectivement, on a un petit complexe et on se la joue bien pensant, positif, etc. Mais l'autorité, elle est formidable. Dès qu'on a perdu l'autorité, que ce soit à l'école, dans l'entreprise, à l'Assemblée nationale, vous avez vu à quel point c'était le désastre. Donc l'autorité, c'est une valeur noble. À augérer, ça veut dire augmenter. Quelqu'un qui a de l'autorité, il augmente ses équipes. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Juliette Funès. Vous reviendrez justement nous parler de ce livre. Toujours avec vous. Et puis je pense qu'on va podcaster, c'est podcasté, vous pouvez le retrouver évidemment sur le site de BFM Business, mais on va envoyer le podcast peut-être à Sébastien Lecornu ou à différents leaders politiques. Je pense que ça pourrait leur faire plaisir. Merci. Dans un instant, c'est quelqu'un que vous connaissez bien parce que justement vous avez écrit un livre aussi avec lui. C'est l'économiste Nicolas Bouzou, fondateur d'Asterès. Il sera avec Ludovic de Sauté, le directeur délégué de la Tribune. On reviendra sur la question de la colère des agriculteurs, le Mercosur et puis le budget, hold-up fiscal ou pas. À tout de suite. Et ben voilà. Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business.